Eh bien, bienvenue à tous et à toutes. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre Hillard, que vous connaissez tous. Je ne sais pas si j'ai besoin de vous présenter encore. Il a la réputation, et pas seulement la réputation, mais il est de fait un des grands historiens modernes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va aborder son dernier livre qui est sur Bismarck. Mais avant de rentrer dans tous ces détails-là, Pierre, je vais vouloir te poser des questions très simples. On est en train de vivre une période très intéressante. Hein. Oui. Je vais peut-être faire appel à un vieux dicton chinois où on dit que ce dicton chinois est à la fois une bénédiction et une malédiction, parce que le dicton chinois dit je te souhaite que tu vives une période intéressante. Donc, c'est un peu le cas aujourd'hui. Alors, Oui. parle-nous de comment tu vois tout ce qui est en train de se passer en Iran et autour de la guerre en Iran, le rôle de l'Amérique, de l'Iran, d'Israël, localement, mais après, l'Europe, l'influence que ça a sur l'Europe, la Russie, la Turquie, il ne faut pas l'oublier parce qu'on va en parler, et la Chine. Et donc, c'est important sur ce plan-là. Donc, allez, j'ai assez parlé, on t'écoute. Bonjour John et merci de me recevoir. Alors oui, effectivement, l'intervention israélo-américaine du 28 février 2026 a ouvert des portes et pour le moment, ces portes ne sont pas fermées, loin de là. Alors, il faut savoir que donc nous sommes là actuellement le 16 avril et donc les choses évoluent. Donald Trump a instauré depuis peu un embargo, un blocus naval sur l'Iran, en sachant que les interventions militaires aériennes d'Israël et des États-Unis ont certes détruit de nombreuses infrastructures en Iran, mais que l'Iran est loin d'être abattu et que ce pays a su aussi infliger des dégâts et de gros dégâts en Israël et puis les pays du Golfe. Et en fait, là actuellement, je considère que nous vivons une période de basculement parce que il y a des raisons multiples qui ont poussé Israël et les États-Unis à intervenir. Et on sait, grâce par exemple au New York Times du 11 février dernier, que c'est Netanyahou qui a poussé à la roue près de Trump pour l'intervention, accompagné du patron du Mossad. Mais qu'en fait, on sait déjà, par exemple, par le ministre l'équivalent du ministre de l'économie américain Scott Bessent lors d'une audition au mois de février de cette année, qu'en fait déjà les États-Unis fin 2025 début 2026 avaient fait des pressions économiques et entre autres sur les banques iraniennes pour raréfier le dollar, ce qui a provoqué une augmentation des prix alimentaires de 70%, d'où les émeutes de décembre 25 janvier 2026. Donc on voit que les événements ont été préparés, que les discussions engagées à l'époque par les États-Unis et Israël, enfin en tout cas les États-Unis, c'était un paravent parce qu'il y avait une véritable volonté d'intervention. Alors je rappelle quand même rapidement une chose, c'est que l'Iran d'abord, c'est pays membre des BRICS, comme la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, Brésil, etc. C'est un pays extrêmement important par exemple ses richesses en pétrole, la production de pétrole, la qualité de son pétrole. C'est un pays très important de par sa situation géographique, outre sa grande civilisation et sa capacité à produire à de nombreux ingénieurs. L'Iran est une zone de passage avec les fameux corridors venant de Chine, corridors venant de la Russie, et que on ne voit, c'est impossible que Moscou comme Pékin lâche l'Iran en raison de son importance ou des hydrocarbures, de ses liens avec les BRICS et de sa position géographique. C'est un pays qui ne peut pas être lâché par Pékin en l'occurrence, parce que dans cette histoire, le dollar est malmené, le pétrodollar est malmené, et qu'on voit depuis quand même quelques années de plus en plus des achats dans les monnaies respectives, rouble, yuan, etc. Et que le pétro-yuan aurait tendance à chatouiller, si je puis dire, le pétrodollar. Donc effectivement, pour les États-Unis, c'est impossible. Et en fait, c'est toujours ce que j'ai dit depuis des années, il y a de la part de ces grandes puissances des tentatives de répartition des zones d'intérêt, des zones d'influence,
La Chine a un atout immense, ce sont les terres rares, à hauteur de 90%, qui rentrent dans la composition, entre autres des puces électroniques. Et en fait, on vit une époque de tension parce que, outre les hydrocarbures, gaz et pétrole, qui ne sortent quasiment plus du détroit d'Ormuz en raison du blocus américain, il ne faut jamais oublier les répercussions aussi dans le domaine de l'agriculture, puisque de nombreux produits azotés, l'urée par exemple, pour les engrais, ne sortent plus et donc vont L'hélium. avoir une répercussion sur la production agricole, moins de production agricole, famine en bout de course. Donc en fait, les répercussions sont immenses. Il y a une volonté de la part des Américains et d'Israël de bloquer, de faire chuter en tout cas, d'affaiblir profondément l'économie iranienne. Il y a certes un blocus naval, mais la position géographique terrestre aussi de l'Iran permet à la Russie et à la Chine, j'allais dire, un soutien économique. Donc même si l'Iran a été affaibli, il faut le reconnaître, par des bombardements, des destructions de ponts, là aussi d'un point de vue pour diffuser transports économiques, destruction de ponts, c'est une catastrophe. Mais quand même, la Chine et la Russie vont tout faire pour maintenir en état l'économie iranienne. C'est impossible, ou bien ce serait de la folie de la part de Pékin, de Moscou, de laisser tomber l'Iran sous la coupe israélo-américaine. Ou bien à ce moment-là, il y a un truc qui m'échappe. Hein, voilà. Et donc, on vit une époque, sincèrement, je ne vois pas comment les choses vont s'apaiser. Là, on voit les Iraniens qui menacent de bloquer aussi le détroit d'Ormuz, pas le détroit, pardon, de Bab el-Mandeb, donc au Oui. niveau du Yémen, Djibouti, ces coins-là. Je rappelle qu'environ 75% des liens économiques pour l'Union européenne passent par la mer Rouge. Et Oui, donc, par le canal de outre Suez. Oui. voilà, et si en plus Hormuz bloqué, il y a ce détroit de Bab el-Mandeb, là c'est l'effondrement généralisé. Peut-être dans ce bras de fer, il y a toujours cette expression ordo ab chaos qui permet de passer d'un monde ancien à un monde nouveau. Est-ce qu'on n'assiste Et pas? c'est un dicton de la franc-maçonnerie, ça. Oui, j'ai fait exprès de choisir cette expression. N'assistons pas à une tentative brutale de passer donc d'un monde ancien à un monde nouveau, entre autres avec cette volonté de littéralement procéder là à un véritable Great Reset ou Tikkun Olam, réparation du monde, avec en particulier, suite à un chaos financier, etc., la volonté d'instaurer comme politique de rechange et de secours face à des populations affolées les monnaies numériques, une organisation planétaire numérisée dans la folie, dans l'affolement, créer un chaos favorisant la mise en place de mesures, la numérisation, monnaie numérique, mesures qu'on ne pourrait pas mettre en place dans une situation plus calme. Donc là, on est vraiment dans une zone intermédiaire. Je rappelle quand même la fameuse revue The Economist de 1988 qui annonçait, je crois que c'est le numéro de janvier, enfin 1988 en tout cas, annonçant la mise en place d'une monnaie mondiale qu'ils appellent Phoenix, Oui. peu importe son nom, avec des billets de banque, dollars, yens, etc., qui brûlent. Et je rappelle aussi toujours la revue The Economist, donc la City, la revue de septembre-octobre 1990, avec une gouvernance mondiale avec des blocs continentaux, Ouais. Confuciania, Islamistan, Eurasia, etc. Et avec cette On phrase dit perfide. toujours, excuse-moi de t'interrompre, on Oui, dit vas-y. toujours que The Economist, cette revue, c'est le porte-parole prophétique au cadastre, je devrais dire, des Rothschild, de la City. Tu Oui. confirmes? Ah oui, oui, il y a des liens, et aussi de la famille italienne industrielle Agnelli. Ah oui, oui, oui. Voilà. Donc en fait, il y a une étude à faire. J'ai lu certaines choses, mais je reste prudent parce que le sujet est délicat. Il y a ce qu'on appelle la noblesse noire. Et entre autres dans le cas italien, l'Italie est un pays important dans le monde, dans l'histoire du mondialisme. Ne pas oublier non plus aussi le rôle du Vatican. Depuis Vatican II, l'Église conciliaire, qui n'est pas la véritable Église, joue un rôle aussi. Je rappelle qu'en 2020 ou 21,
il y a eu la mise en place d'un conseil pour un capitalisme inclusif avec le Vatican, sous l'égide à l'époque de François, et de Rothschild. Euh, je ne sais plus le prénom, c'est une femme, et il y avait à l'époque McCarnell, qui est l'actuel Premier ministre canadien, mais qui était l'ancien patron de la Banque d'Angleterre. Oui. Et les soutiens financiers pour ce conseil pour un capitalisme inclusif avec le Vatican, c'est en milliers de milliards de dollars. Donc en fait, pour revenir à la question de l'Iran, tout est interconnecté. Et à partir du moment où il y a un secteur qui est coincé, bloqué, verrouillé, Hormuz, peut-être la mer Rouge, enfin, répercussions, j'entendais récemment, donc nous sommes le 16 avril, qu'il y aurait 3 semaines ou un mois de réserve de kérosène pour les aéroports européens. Information vraie, peut-être exagérée pour... Et là, ils n'ont pas 6 mois, ça c'est sûr. Donc il faudrait que les choses se débloquent. Sinon, les vacances, l'été 2026, l'avion, hein, ça sera en vélo pour ceux qui veulent Ouais, prendre des je, vacances. je sais déjà que en Italie, ils ont limité pour tous les vols intérieurs à l'Italie euh, la quantité de carburant à 1 heure de vol. Ah, que je ne savais pas ça. Oui, 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 oui. Et donc Alors on là, sent qu'il y a ce qu'on appelle les prémices. oui, 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 ça c'est déjà significatif, hein. Oui, oui, C'est-à-dire, kérosène, on habitue les gens à des notions de rationnement, etc. et oui. Maintenant, on devrait reconnaître les influences étatiques sur ce plan-là. Depuis l'histoire de la pandémie, on devrait savoir lire entre les lignes, mais, les gens réagissent toujours. C'est comme si les gens aimaient avoir peur, hein. C'est comme s'ils Oui. sont addicts à la peur. On parle d'un confinement énergétique, hein. J'ai lu des documents là-dessus. Confinement énergétique, mais il faudrait que les Français, les Allemands, les Italiens, Voilà. les Belges, etc., se révoltent parce que, en fait, ces mesures permettent à l'oligarchie d'imposer des lois, des règlements contraires à nos libertés. Et ne jamais oublier que la finalité, c'est la numérisation. Monnaie numérique, mais numérisation de tout, carte vitale, papier d'identité, assurance, enfin, etc. Et quand Et on... les premiers actes, c'était à la suite du 11 septembre, hein, où tous les projets de loi pour le Homeland Security aux États-Unis étaient déjà prêts, 1400 pages, Et oui, en moins d'une journée, hein. et c'est oui, Quand et même. j'ajoute effectivement ce que tu dis tout à fait juste, quelle célérité. Et il y a en particulier un document qui est le John Warner Act, le paragraphe 1076, qui permet l'instauration d'une véritable dictature en cas si les intérêts fondamentaux aux États-Unis sont bouleversés. Et évidemment, euh, on peut se poser des questions sur les élections américaines. Est-ce qu'elles vont avoir lieu ou repousser? Et pareil pour la France 2027. Peut-être qu'elles auront lieu. Peut-être qu'elles seront repoussées dans d'autres pays. Dans le cas français, en tout cas, on a une potiche qui s'appelle Jordan Bardella, qui est le pur produit du système, avec Mi Marchand, que ça soit Bernard Arnault, il y a toute une confrérie autour de lui, et donc si ces élections ont lieu, le comment il s'appelle, Jordan Bardella sera le Macron bis du système, hein. Bon, enfin une chose est sûre, Ouais, on ouais. vit une époque de basculement, et un basculement qui est là, c'est un élément important parce que ça correspond si je puis dire, à l'éthique du mondialisme, c'est à la fin de la démocratie. Je rappelle les propos de Richard de Coudenhove-Kalergi, la Pan-Europe, dans son bouquin Praktischer Idealismus, qu'on peut traduire par idéalisme pratique. Il disait que depuis la Révolution française, la période dans laquelle donc il écrit ça dans les années 1925, c'est une période qu'il appelle un interlude pitoyable. Et en fait, il dit que ce moment de démocratique va, et qui est pour lui, il le dit avec franchise, il dit qu'en fait, les vrais patrons, c'est l'état-major du judaïsme, je crois que c'est l'expression qu'il utilise, Uh-huh. et que ça soit pour le monde occidental, et dans le cas de la Russie stalinienne, où là c'est la dictature pure et dure, c'est la même expression qu'il utilise. Il dit qu'à un moment donné, cette pitoyable interlude, qui est donc la démocratie, va se casser la figure pour mettre en place une sorte de super caste
oligarchique pour verrouiller le monde en vue d'un bien. Alors ça, évidemment, c'est toujours la même formule. Et on retrouve cette même idée de fin des lois démocratiques dans le cas des Lubavitch. Parce qu'avec l'arrivée du Machia, la démocratie saute. Alors je dis tout de suite, personnellement, la démocratie, je n'y ai jamais cru parce que c'est toujours en fait l'influence de groupes financiers, des groupes de pression. Le peuple souverain, le malheureux peuple souverain, on ne lui a pas demandé son autorisation pour l'intervention, le peuple américain par exemple, le 28 février 2026 face à l'Iran. En fait, euh, il y a une formule de Charles Maurice de Talleyrand, agiter le peuple avant de s'en servir. Ouais. Et malheureusement, le peuple est souvent le dindon de la farce. Mm. Donc là, on vit une époque de basculement. Euh, et sincèrement, je ne sais pas, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres vidéos, conférences, je ne peux pas dire à quelle vitesse ça va aller. Est-ce que ça va aller d'un coup? Est-ce qu'il va y avoir des moments de pause, des moments de tension, des moments de relâchement? Mais la logique du système consiste à purger l'humanité, à créer un chaos généralisé, passant par l'anéantissement d'une partie du genre humain. Dans l'esprit du mondialisme, il y a un sacrifice humain qui correspond à une offrande comme un sacrifice permettant d'obtenir pour eux, et je mets toujours des guillemets, un bien. Je rappelle, et là je m'arrête tout de suite après, il y a un religieux français qui s'appelait Monseigneur Gaume, qui a sorti un bouquin en 1978 sur l'anticléricalisme, et qui disait, qui avait résumé la situation en disant que à partir du moment où une société se déchristianise, elle tombe sous la férule de trois éléments, l'esclavage, la puissance et le rôle du serpent, en fait Satan, et troisième point, le sacrifice humain. L'esclavage, en fait, l'homme est esclave d'une minorité de nantis. Le rôle du serpent, la puissance du serpent, c'est-à-dire le fond satanique Mm. et pervers, et le sacrifice humain, car dans l'esprit du satanisme, il faut un sacrifice humain Ouais. pour rendre gloire à sa gloire. Et c'est très profond et c'est très moderne. C'est vrai. Une parenthèse, et après, je voudrais quand même revenir un peu dans ton analyse de ce qui est en train de se passer en Iran, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je te remercie déjà pour les éclaircissements où tu as mis la situation. Il vient d'y avoir des élections en Hongrie. Et beaucoup de gens disent que ces élections ont été manipulées, etc., etc. Il y a eu énormément d'argent qui est venu de la part de Alexandre Soros, Le fils du fils, maire, hein, et et les Soros sont une dent contre la Hongrie, hein, parce qu'on le sait, qu'ils sont hongrois d'origine et puis ils ont été rejetés. Orban les a fichus à la porte. La Open Society ne peut pas fonctionner en Hongrie. Elle peut fonctionner dans tous les autres pays européens, sauf la Hongrie et la Russie, hein, comme par hasard. Bon. Et donc, il y a ce fait-là. Et là, il y a un renversement où la personne qui prend la place d'Orban, d'ailleurs, il s'appelle Peter Magyar. Et oui, Magyar, en hongrois, ça veut dire hongrois. oui, Et donc, c'est très intéressant qu'il ait un nom de ce style-là. Mais c'était un très proche d'Orban auparavant, exact, exact. apparemment jusqu'en 2024. Et il y a des gens qui pensent qu'il y a peut-être anguille sous roche et que peut-être le tout a été un coup monté par Orban lui-même et Magyar, où ils ont fait croire que, et qu'en fin de compte, Magyar, il y a de fortes chances qu'il risque de continuer la politique de Orban. Qu'en penses-tu? En toute franchise, je ne suis pas dans les petits papiers de ce milieu hongrois, donc je ne pourrais pas répondre. Une chose est sûre, c'est que effectivement, il était lié à Orban, le Pit Magyar. Il va y avoir des arrangements sous-main. En fait, je pense toujours au feuilleton anglais Le Prisonnier, où il y a numéro 2. Ouais, ouais. Le patron, c'est numéro 1, mais il y a officiellement le patron, c'est numéro 2, qui est donc le... Et puis ensuite, il y a le numéro 6. Ouais. Voilà, et le héros, Patrick McGowan, c'est numéro 6. Et numéro 2, il change, mais sur le fond, l'histoire ne bouge pas. Mais dans le cas de la Hongrie, je rappelle quand même
le penchant très sioniste d'Orban. Il a quand même une sympathie. Je rappelle toujours qu'il y a toujours des bagarres au sein des milieux juifs. Hein. C'est le cas, je rappelle par exemple la revue, enfin le journal Times of Israel de 2014, qui disait les juifs de Russie et d'Ukraine sont en guerre. Mhm, 2014. mhm, Et donc il y avait des milieux Lubavitch qui se tapaient entre eux. Bon, donc en fait, c'est une faction dans le cas d'Orban en bagarre avec une autre chapelle représentée par Pete Magyar. Alors après, entre les oppositions officielles et puis les arrangements officieux, je ne suis pas assez fin connaisseur de la politique hongroise pour être en mesure d'affirmer telle ou telle chose. Une chose est sûre, c'est que euh, il est un des pions du système, le Pete Magyar. Tant qu'on n'a pas supprimé l'échiquier sur lequel se déplacent les pions, on reste dans la matrice du mondialisme. mhm, mhm. Ok, d'accord, ok, j'entends bien. Mais en même temps, quand on dit tant qu'on n'a pas supprimé, mais qui supprimera et comment? Le chaos. Ouais, ouais. Parce que le chaos que veulent nos ennemis, ils espèrent le contrôler, ce qu'ils appellent un chaos contrôlé. Mais on est sur Terre et ça peut leur échapper des mains. Et c'est là où j'ai toujours cru que notre chance, c'est dans un chaos épouvantable, souffrance, là, je n'ose même pas imaginer le degré, mais Apocalyptique. d'avoir l'homme solide, ou une femme, on ne sait jamais, mais en tout cas quelqu'un qui sort du lot et qui arrive à capter dans un moment d'affolement une masse critique de personnes pour avoir la peau de ceux d'en face. Mais je le dis tout de suite, cela ne se fera pas d'une manière hygiénique. Mais tous les gens qui sont des férus de l'eschatologie vont te dire que ça c'est prévu, mais ça risque d'être l'antéchrist. Oui, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Il y a un risque, effectivement, mais étant chrétien convaincu, la providence a toujours le dernier mot. L'ennemi gagne des batailles, ne gagne jamais la guerre. C'est Bien, pourquoi ouais. je crois aussi euh, à l'instinct. Je dis souvent ça. Il y a l'aspect spirituel, ça va de soi, mais aussi je crois en l'instinct de survie de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, enfin nous, on peut, l'être humain, comment dire, peut être temporairement rabaissé, mais dans le malheur, il y a un instinct qui peut fracasser les idéologies, la paresse. Quand on doit se battre pour manger, eh ben, on bouge. S'il faut tuer, ben, on tue. Ouais. Et je crois en l'instinct de survie. Et je crois que dans le malheur, il y a toujours des gens, il y aura une masse suffisante d'hommes et de femmes à se lever et à dire on veut pas crever. Et il y a le fameux dicton qui dit toujours on peut tromper la moitié des gens tout le temps, ou on peut Ouais. tromper tous les gens la moitié du temps, mais on peut pas tromper tous les gens tout le temps. Voilà. Donc il y a, et c'est mon espoir réel, euh, d'une sortie, d'une possibilité de s'en sortir, mais dans la souffrance. Il faut pas, Mmh. bah, pardonne-moi l'expression, quand on a eu des générations de personnes à faire les cons, bah, à un moment donné, on paye On les paye. bêtises des générations précédentes, et pour s'en sortir, il y a un prix. Mmh, mmh, mmh. D'accord, ok. C'est pas très réjouissant ça, mais bon. Personnellement, je m'en passerai parce que aussi bien je perdrai la vie dans cette histoire, je ne crois pas après. J'en Ouais, aime ouais, bien sûr. Donc, mais bon, et il n'y avait pas de secret. Quand on voit quand on voit ceux qui nous dirigent, mais elle ne peut dégager que dans la violence. mmh, mmh, Ils verrouillent tout. Et il y a un élément aussi que j'ajoute. Tu as parlé de la Hongrie. Nous sommes donc le 26, le 16 avril, pardon. mmh. Il faut regarder les élections en Angleterre. Plus exactement, je crois que c'est le 7 mai, en Écosse. Et il y a un parti indépendantiste, le SNP, le Scottish National Party, qui a de grandes chances, je ne dis pas sûrement, mais de grandes chances d'avoir la majorité absolue en sièges. Il y a 129 sièges, il en faut au minimum 65. Et
s'ils arrivent à avoir une majorité absolue en siège, ce parti indépendantiste écossais, le SNP, pourrait exiger, en raison du vote populaire, le lancement d'un référendum pour l'indépendance de l'Écosse. Et Et vu que est-ce qu'il y a une volonté derrière eux? Je me trompe peut-être. une volonté de pardon. De réintégrer l'Europe. Ah, peut-être. Mais de toute manière, l'Europe est déjà inféodée au monde américain, ne serait-ce que via tout ce qui est Amazon, Meta, enfin, etc. Oui, oui, On oui. est une colonie digitale du monde américain. Euh, il me semble que concernant le Conseil régional alsacien, l'informatique du Conseil régional alsacien est contrôlée par Microsoft. Ouais, non. À vérifier, j'avais fait un article là-dessus il y a plusieurs années. À mon avis, ça n'a pas dû changer. Il faut regarder du côté de l'Écosse. Euh, on va voir. C'est parce qu'il faut aussi fracasser les États. Ne jamais oublier, pour bien digérer, il faut bien mâcher. Bah, dans l'esprit du mondialisme, il faut fractionner parce que la finalité, c'est ce qu'on appelle les smart cities. Hein, Oui, ces oui. petites collectivités gérées, numérisées. Et il faut donc fracasser. Et tout est un quart d'heure. C'est toute l'histoire dans les smart cities Ah où oui, accès à tout dans le quart d'heure, etc. voilà. Et tout le monde se réjouira, dire oh ben ça va être vachement pratique, mais on comprend pas c'est que c'est un confinement déguisé. Mais bien sûr, et en fait, on retrouve le fameux feuilleton anglais de prisonnier, The Village. C'est Voilà. la smart city de l'époque, mais Ah, ultra surveillée. On est officiellement libre, mais la liberté, c'est dans telle direction. ouais. Et la finalité avec de ce fractionnement et de cette super élite, ce sont les lumières obscures avec Curtis Yarving et Nick Lang, créer une sorte de caste. Ils appellent ça une sorte de un royalisme technocratique, mais affreux en lien avec Peter Thiel, Palantir, en lien avec Israël, enfin bref, un vrai bonheur. Ouais. Et effectivement. Bon. Donc, excuse-moi pour cette parenthèse, mais comme on parle de ça, je voulais seulement avoir ton avis sur Orban et tout cela. Moi, j'ose espérer que au moins certaines mesures vont rester les mêmes, ne serait-ce que celles sur l'immigration et ce genre de choses-là, etc. Mais en même temps, que peut faire un pays comme les gens vont dire, comme la Hongrie, qui fait 10 millions Enclavé. et enclavé en tout ça, mais en même temps, la Hongrie a été le pays qui a apposé son veto de façon systématique, empêchant de faire certaines choses en Ukraine. Et puis il y a Oui. des gens qui disent, mais comment ça se fait que la Hongrie serait partie prenante de la Russie, alors que la Hongrie a souffert en 1956 de l'invasion des chars russes. Alors moi Ouais. je dis, non, 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 il faut connaître l'histoire un peu mieux que ça. Ce n'étaient pas les chars russes qui ont envahi la Hongrie, mais les chars soviétiques. Et à l'époque, à la tête de l'Union soviétique, c'était des Ukrainiens. Et ça continuait des Ukrainiens, en commençant par Khrouchtchev, en continuant par Brezhnev et en continuant par Tchernenko, etc. Et même Gorbatchev était moitié ukrainien, moitié biélorusse et tout cela. Et donc, c'était pas des Russes. Et donc, à l'Ouest, on confond trop souvent Union soviétique et Russie. On va faire un bloc. Voilà. Alors que pour les pays de l'Est, on connaît les différences. Et oui, et oui. Et j'ajoute un Et petit élément, un très court élément, c'est que il y a dans ces milieux, pour la Hongrie et dans tous les pays de l'Union européenne, des rivalités internes. Et j'ai toujours cet espoir que, j'ai cette expression, l'enfer est divisé contre lui-même, que le fait de se taper entre eux crée un désordre qui, en bout de course, va se retourner contre eux. Voilà, c'est en fait ils mettent le feu à la maison, le chaos qu'ils engendrent, ça leur échappe des mains. Et c'est là où on peut nous en profiter pour taper sur la bête. Mhm, Mais ça mhm, mhm, sera douloureux. Ça se fera pas comme mhm. ça. D'accord. Seulement pour éclaircir pour tous nos auditeurs, pour toi, la bête, elle est le plus représentée par qui? Haha. Je te mets sur la sellette, là. En fait, la bête, c'est d'abord
comment dire, si vraiment on va à la source, la bête, c'est l'esprit satanique. Mhm. Et il y a des représentants sur Terre, politiques, financiers, et en fait, il y a des institutions politiques qui permettent ensuite de diffuser ces principes sataniques. L'Union européenne est un principe contraire à la civilisation française, civilisation allemande, civilisation italienne. C'est-à-dire que l'Union européenne est un système pour détruire les nations. Euh, dans le cas américain, je rappelle que la fondation de l'État américain, c'est un système judéo-maçonnique, que les États-Unis se sont créés en opposition à la romanité, pour Mhm. créer une nouvelle Jérusalem. Et personnellement, j'aime pas. Voilà. Et je pense toujours à la défaite française avec le fameux traité de Paris du 10 février 1763. On perd la Nouvelle-France. Eh bien, nous Français, les rois de France, s'ils avaient pu peupler, s'ils avaient su peupler la Nouvelle-France, eh bien, l'Amérique du Nord aurait été largement de langue française et catholique. Et alors là, le mondialisme prenait une claque épouvantable. Et malheureusement, le 10 février 1763, c'est le lancement d'un processus sur lequel on est toujours dans cette inertie. Après, c'était la fin des guerres franco-indiennes. Oui, en fait, la guerre de 7 ans. Voilà. La guerre de 7 ans, qui a touché aussi l'Inde avec Duplex, Montcalm Ouais, ouais. pour le Canada, enfin Nouvelle-France, la prise de Frédéric II, ça a été un événement, c'est une sorte de guerre mondiale de l'époque, hein, qui a été déterminante avec le traité de Paris, 10 Mhm. février 1763. Et là, c'est la victoire du mondialisme anglo-saxon. Mhm, 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 mhm. D'accord. Pour le moment. D'accord. OK. D'accord. Très bien. Ben, écoute, c'est bien. Je te remercie de nous avoir éclairci sur tous ces points-là. Mais maintenant, passons à quelque chose qui est dans ton actualité, Pierre. Pierre Hillard vient de sortir un livre. Et j'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Ça, Tu l'auras la semaine prochaine. Je l'ai j'aurais toujours pas eu, moi aussi. même Pierre n'a pas eu, etc. Alors, ce que je sais sur le livre, et vous pouvez voir toutes les coordonnées des livres ici-bas, et j'espère que Louis va nous faire un plaisir de mettre à l'image le titre du livre. Et si vous ne le voyez pas en image, allez chercher en bas là tout de suite et vous allez avoir toutes les références du livre.